Ça fait une semaine tout pile que je suis rentré de Tahiti. Ça fait une semaine que je me balade dans la maison en chemise hawaïenne et que je continue de vivre comme si j'étais à Tahiti. Et en fait, j'ai développé une stratégie très simple qui est le fait de vivre dans le déni. C'est-à-dire que je refuse de croire que je suis plus à Tahiti. Et je me mens en fait. Et je le vis beaucoup mieux. Anyway, allez. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de fierté, on va parler de pourquoi je suis fier de moi. Mais juste avant, je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez quand même combien est-ce qu'on est sur la chaîne. On est vraiment pas loin des 100 000 abonnés, on n'a jamais été aussi proche des 100 000 abonnés. Et petit rappel des faits, voici ce que j'avais prédit 2 mois avant cette vidéo. À quand les 100K sur YouTube? Pour moi, ils arriveront le 10 décembre 2021. Après, ce sera plus possible de dire que vous faisiez partie des 100 000 premiers abonnés. Ce sera plus jamais possible. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et puis, faites en sorte que la prédiction se passe comme prévu. Maintenant, parlons de comment est-ce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. En fait, lorsque j'étais à Tahiti, j'ai eu 23 ans. J'ai passé mon anniversaire là-bas. Je suis passé de 22 à 23 à Tahiti. Et j'ai eu l'idée de faire une vidéo un petit peu d'introspection parce que c'est ce que j'aime bien faire, moi, lors de mes anniversaires. Maintenant, moi, mon plaisir, c'est plus d'avoir des cadeaux lors de mon anniversaire, c'est plutôt de réfléchir, de prendre le temps de penser à qui j'étais il y a quelques années avant et de profiter d'être fier du chemin parcouru. C'est vraiment ça, mon cadeau d'anniversaire à moi maintenant, c'est d'être reconnaissant de ce que j'ai fait ces dernières années, de prendre conscience de ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait donc, c'est ce que j'ai fait le jour où j'ai eu 23 ans. Je suis allé me poser dans un endroit et je me suis dit, dans quel domaine est-ce que j'ai le plus progressé? Et lorsque j'ai pensé à ça, j'ai remarqué qu'il y avait 3 catégories dans lesquelles j'avais beaucoup progressé et que j'avais beaucoup appris ces dernières années. C'est donc l'amour, l'avenir et l'argent. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bon, on va commencer par l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, ce sera fait. Et donc, c'est la partie de la vidéo où on va reparler de mon ex. Je suis désolé, hein, c'est d'elle dont je parle souvent, mais c'est avec elle que j'ai eu le plus d'enseignements. Et donc, d'ailleurs, je l'ai revu à Tahiti, mon ex. Je l'ai revu et on a pu discuter. Et justement, c'est ce qui m'a donné envie de vous parler de ça quand même dans cette vidéo, parce que en soi, je vous ai déjà parlé d'amour et de célibat et de ma vision de ces choses-là dans des dernières vidéos. Et j'ai pas envie d'en parler tous les jours non plus. Mais le fait que je la revoie, ça m'a motivé à parler de ça dans cette vidéo parce que, justement, lorsque j'avais 18 ans, donc 5 ans en arrière, j'avais pas la même vision de l'amour et surtout j'avais pas la même maturité. Et ce que je vous ai pas dit dans mes vidéos sur les relations amoureuses et sur l'amour globalement, c'est que après ma rupture, on a reparlé avec mon ex et on a failli même pas se remettre ensemble, mais on continuait de parler comme on le faisait avant, comme avant la rupture. Et c'était une phase où justement moi je m'étais beaucoup reconstruit après la rupture, et donc je m'étais mis à la salle de sport, je m'étais engagé dans la gendarmerie, enfin je m'étais vraiment reconstruit, et ça me faisait quand même un petit peu bizarre de reparler avec cette fille parce que dans ma tête, c'était cassé, c'était mort, et ça c'est un truc que j'ai encore aujourd'hui. Moi, ma vision des choses, c'est que lorsque on casse quelque chose, on peut jamais vraiment recoller les morceaux comme avant. C'est comme un vase que tu as cassé. Si tu l'as cassé et que tu essayes de recoller les morceaux, ça se verra toujours un petit peu. Et moi, c'était ma vision, et ça l'est toujours un petit peu. Et donc, même si je reparlais avec mon ex, j'étais vraiment pas pour le fait qu'on se remette ensemble. Et je me rappelle qu'à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout simplement arrêté de répondre à ses messages alors qu'on était en train de recommencer à discuter. J'avais vraiment tout coupé du jour au lendemain parce que je savais que quelques mois plus tard, j'allais repartir en France pour faire mes études de droit, pour finir mes études de droit. Et donc vraiment, la seule solution que j'avais trouvée, c'était de tout couper parce que j'avais pas envie d'expliquer que ça me paraissait bizarre de recoller les morceaux après la rupture, etc. J'avais préféré tout couper, et je me rappelle que ça, forcément, ça l'avait impacté. C'était une forme de fuite, hein, carrément. C'était une fuite que j'ai fait, et à l'époque, c'était simple. Ça me paraissait plus simple de faire ça comme ça, mais c'est vrai que ça montre, selon moi, un manque de maturité. Et surtout, ça laisse pas un bon souvenir à la personne que tu fuis. Et même pour moi, quelques années après être parti de Tahiti, parfois j'avais des pensées, je pensais justement à mon ex et je me demandais qu'est-ce qu'elle devenait, sauf que j'allais pas lui envoyer un message parce que comme j'avais fui avant, comme j'avais vraiment tout coupé du jour au lendemain, ça paraissait bizarre de lui envoyer un message comme ça d'un jour à l'autre. Et donc même encore aujourd'hui, ou plutôt il y a quelques mois, il y avait des moments où je me demandais si j'avais vraiment bien fait de tout couper comme ça du jour au lendemain, parce que moi,
je me dis que je suis sur Terre que quelques dizaines d'années. J'ai pas envie de laisser un mauvais souvenir à des personnes. J'ai pas envie d'avoir fait du mal à des personnes au cours de mon existence. Moi, ça me dérangeait d'avoir laissé cet impact sur cette fille qui était quand même importante pour moi. Et donc, lorsque j'ai su que je pouvais revenir à Tahiti et que elle était toujours à Tahiti, c'était l'occasion pour moi de changer un petit peu ça et de faire en sorte de laisser cette fois-ci un impact plus positif avant de repartir en France. Et ce que j'ai fait, c'est donc la rencontrer. On s'est vu 2 fois même lorsque j'étais à Tahiti. Et je lui ai dit en gros que je lui ai expliqué ce que j'ai fait depuis ce départ de Tahiti, quand même ce que j'ai fait depuis, ce que je suis devenu. Elle le savait un petit peu aussi, mais c'était bien de pouvoir discuter et qu'elle comprenne que même si j'étais parti très vite en France et que j'avais tout coupé, que parfois je pensais toujours un petit peu à elle et que j'avais quand même un bon souvenir d'elle. Et elle aussi, elle a pu me dire ça aussi, donc c'était cool de pouvoir discuter. Et puis surtout, ce que je lui ai dit à la fin et ce qu'elle m'a dit aussi, c'est que j'étais assez fier de son parcours. Je sais ce qu'elle est devenue maintenant, parce qu'elle avait des plans lorsqu'on était au lycée, et puis j'ai vu qu'elle avait quand même accompli ses objectifs elle aussi, et donc je lui ai dit que j'étais fier de son évolution. Elle m'a dit qu'elle était fière de la mienne, et pour moi ça c'était vraiment le top. Pour moi c'est le stade ultime d'après une relation, lorsque les 2 personnes sont juste fières de s'être connues, d'avoir partagé des moments ensemble, et puis qu'elles se souhaitent juste du bon pour la suite. Ça, je pense que c'était, je crois même que c'était un conseil qu'avait donné Eric Flag dans sa vidéo sur la rupture, où en fait il conseillait de voir la personne. Enfin, voilà, je vais remettre l'extrait comme ça je m'approprie pas son discours. Il disait quelque chose comme ça. Et si tu en as la possibilité, comme moi j'ai eu la chance de la voir, si tu peux revoir l'autre personne quelque temps après, quand tout s'est un petit peu calmé, de façon à pouvoir partager en fait son expérience avec l'autre, que tu puisses avoir son point de vue à elle ou à lui aussi, c'est encore mieux, parce que c'est vraiment très enrichissant du coup d'avoir la vision globale. Et donc pour moi ça c'était vraiment bien, c'était pour ma conscience, pour les souvenirs que j'avais, c'était bien de finir comme ça et de me dire que une personne donc avec qui j'avais une relation, et c'était le premier amour, donc c'est toujours un peu différent, et c'était cool de finir comme ça et de savoir que maintenant là je suis en France, elle est fière de moi, je suis fier d'elle, on est content de s'être rencontrés. On a vu même quand on s'est rencontrés, qu'on s'est revus, que c'était un petit peu toujours comme avant, qu'on n'avait pas vraiment changé non plus, et donc c'était cool. Et pour moi, ça c'était une belle progression, et c'est pour ça que je voulais vous parler de l'amour dans cette vidéo. Maintenant, on va parler un petit peu de l'avenir. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. L'avenir, c'était quelque chose qui me faisait très peur lorsque j'avais 18 ans, 19 et 20 ans. Et je dirais que c'est à 20 ans que j'ai eu le déclic et que j'ai su ce que je voulais à peu près faire de ma vie. Mais vous le savez, moi, l'avenir, ça a été une angoisse longtemps, parce que j'ai une personnalité qui est celle d'une personne qui change assez vite d'avis, qui a une passion, puis après qui change complètement de passion, qui veut faire un truc et puis après pas du tout. Et donc, pour moi, faire un choix sur au moins 5, 10, 15, 20 ans, c'est très angoissant pour moi. Et maintenant, vous le savez, ça va beaucoup mieux. Je sais ce que je veux faire, je sais qui je veux être, j'ai une idée quand même de ce que je vais faire dans les prochaines années, des ambitions que j'ai, des projets que j'ai, et donc c'est une libération pour moi. J'ai jamais été aussi serein par rapport à l'avenir, et comment j'ai fait. Plutôt que de vous dire pourquoi est-ce que je me sens bien aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai fait pour me sentir bien justement par rapport à l'avenir. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. La première chose que j'ai faite, c'est de tester, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'agir lorsqu'on a peur. Il n'y a pas d'autre choix que d'agir lorsqu'on est angoissé par rapport à quelque chose, parce que l'action réduit le doute. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par me questionner sur qui j'avais envie d'être plus tard et à qui j'avais envie de ressembler. Bref, en fait, c'est tous les conseils que j'ai donnés à la classe de 3e à qui j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Essayer de savoir qui j'avais envie d'être, trouver des personnes qui m'inspirent, etc. Et tout ça, ça s'est passé en 2015. Et en 2015, il s'est passé également les attentats de Paris. Et donc, il y a eu ces deux choses-là où j'avais envie de trouver ce que j'avais envie de faire de ma vie, et en même temps il y a eu les attentats de Paris en 2015, et ça a débouché sur l'envie de servir le pays et donc de devenir gendarme. Je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de devenir gendarme, officier de gendarmerie plus précisément, et je me suis engagé dans la réserve de la gendarmerie une année plus tard.
parce qu'il fallait que j'ai 18 ans en gros. Et puis en attendant d'avoir 18 ans, j'ai regardé des reportages sur la gendarmerie. Franchement, je les ai tous saignés, les reportages sur la gendarmerie, sur les forces de l'ordre. Même au début, je regardais des reportages sur la police, mais je préférais quand même l'armée, donc plutôt la gendarmerie, le GIGN, tous les groupes d'intervention. J'ai vraiment tout regardé, et puis je continuais de m'intéresser à ça, et puis ensuite je me suis engagé. Mais c'est vraiment la première fois que j'ai vraiment testé quelque chose pour savoir si ça me plaisait, et que je me suis vraiment mis en action, parce qu'il y a personne dans ma famille qui m'a poussé à faire ça, et puis même il n'y avait pas beaucoup de gendarmes dans la famille, il n'y en a même quasiment pas, donc c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et puis c'est à ce moment-là aussi que sont arrivées les études de droit, et que j'ai commencé à m'intéresser au métier d'avocat, juriste d'entreprise, et donc j'ai fait des stages, et donc je me suis intéressé à ça. J'ai continué de regarder les reportages qu'il y avait sur le milieu en question, et puis je me suis intéressé à tout ça, mais vraiment j'essayais de tester les choses. Je faisais des stages, j'essayais de parler aux avocats lorsque j'avais des chargés TD qui étaient avocats à la fac de droit. Et puis maintenant, YouTube. Pourquoi YouTube ? J'allais dire je sais pas, mais si je sais, hein, c'est que YouTube ça a été peut-être ma passion secrète depuis tellement d'années, parce que au fur et à mesure des années, il y avait des passions qui se créaient et d'autres qui expiraient, qui mouraient dans l'œuf, hein, où j'avais vraiment des passions et puis ensuite pas du tout. Mais c'est vrai que YouTube, ça m'a toujours accompagné dans toute mon évolution, et lorsque je regardais des reportages sur la gendarmerie, c'était sur YouTube. Lorsque je regardais des vidéos pour mieux comprendre le droit et des notions de droit, c'était sur YouTube. Et maintenant, je regarde toujours des vidéos sur YouTube, et c'est là-dessus que j'ai appris le montage vidéo, que j'ai appris à faire des vidéos. J'ai tout appris sur YouTube, et je me sens infiniment reconnaissant de YouTube, et même c'est un milieu qui m'a toujours passionné, et donc moi je sais pourquoi YouTube c'est devenu mon métier, mais à l'époque je le savais pas. C'est simplement lorsque je regarde en arrière que je comprends pourquoi, mais c'est vrai que maintenant j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions avec ce métier, et c'est trop bien. C'est ce qui m'a libéré de cette angoisse de l'avenir, mais vraiment ça s'est fait au fur et à mesure des années, ça a mis vraiment beaucoup de temps, et c'est pour ça que si aujourd'hui l'avenir ça vous angoisse, parce que je suis sûr que ça vous angoisse, faut comprendre que c'est un long processus, et que une fois qu'on voit quelqu'un qui sait ce qu'il a envie de faire, on a l'impression que nous on est vraiment différents, et que nous on est beaucoup plus indécis, que nous on sera jamais comme ça, et que nous on n'arrivera jamais à savoir ce qu'on a envie de faire. Mais non, c'est juste que vous êtes peut-être pas encore assez avancé dans le processus, vous avez peut-être pas testé assez de choses, ou vous n'êtes pas intéressé à assez de choses, mais il faut tester les choses, et il faut agir, il faut aller chercher ce qui vous plaît, il faut vraiment aller le prendre aussi. Après, une fois que vous saurez ce que vous voudrez faire, il faudra prendre cette opportunité, il ne faudra pas l'attendre. C'est l'avenir, c'est à vous en tout cas moi c'était ma vision des choses, il fallait que j'aille chercher cet avenir. Je ne crois pas à cette idée de destin où en fait on a déjà un plan qui est établi pour nous. Je pense que c'est à nous aussi d'écrire notre plan, et qu'il y a des choses qui vont se mettre évidemment sur notre chemin, et ça ce sera peut-être le destin, mais le chemin tout tracé il n'existe pas. C'est à nous d'écrire ce chemin et d'aller chercher aussi les choses, et tout ça réuni ça formera notre histoire, mais c'est à nous aussi d'aller écrire cette histoire. Ah mince, je savais que j'avais oublié un truc, je vous remets le passage avec la musique inspiration. Le chemin tout tracé il n'existe pas, c'est à nous d'écrire ce chemin et d'aller chercher aussi les choses, et tout ça réuni ça formera notre histoire, mais c'est à nous aussi d'aller écrire cette histoire. Allez, très cucu, maintenant on passe à l'argent. Il y a 5 ans, lorsque j'avais 18 ans, j'étais à 100% dépendant de mes parents. J'étais dépendant de leur argent. J'avais besoin qu'ils me payent mon loyer pour que je puisse aller faire mes études, et je suis très reconnaissant qu'il l'ait fait d'ailleurs, parce que sinon j'aurais dû travailler en même temps que mes études de droit, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, et c'est moi je pense pas, j'aurais peut-être pas eu les capacités d'y arriver. Donc déjà force à toutes les personnes qui arrivent à réussir leurs études et en même temps à financer leurs études. Ça pour moi c'est incroyable. Et donc moi j'ai eu cette chance d'avoir mes études de financer, d'avoir mon loyer de financer, mais c'est pas parce que j'avais cette chance-là que je me sentais bien d'avoir cette chance, parce que vraiment ce qui en ressortait c'était vraiment de la culpabilité. Je sais que mes parents ils le ressentaient pas du tout comme ça, parce que pour eux c'était leur devoir de parents de financer les études de leurs enfants, mais moi je me sentais vraiment honteux. J'avais vraiment honte que mes parents me fassent un virement chaque mois pour payer mon loyer, pour payer mes études, pour payer mes livres de droit, etc. Et en plus, dans mon entourage, j'avais des amis qui finançaient toute une partie de leurs études
souvent une partie de leurs études avec un travail le week-end par exemple, mais franchement j'avais l'impression d'être le plus assisté de mes amis, j'avais vraiment honte de ça. Et ce que j'ai fait donc, c'est que je me suis dit, au moins les premières années de mes études, je profite de cette chance que j'ai de ne pas avoir à travailler en plus de mes études pour vraiment essayer d'avoir les meilleures notes possibles, essayer de réussir au mieux mes études. Et ensuite, une fois que j'aurai un métier, etc., que j'aurai ma carrière, je remercierai mes parents, je ferai en sorte évidemment de leur faire prendre conscience que je suis content des efforts qu'ils ont fait, etc., qu'ils ont pu faire. Sauf que les années qui ont suivi donc le début de mes études de droit, vous savez, j'ai fait une année au rattrapage. Donc là, je peux vous dire que l'estime de moi à ce moment-là, elle était, je pense, au plus bas. Parce que moi, j'avais rien à faire à part réussir mes études et j'arrivais même pas à faire ça. Franchement, c'était pas le meilleur moment pour moi concernant mon estime de moi. C'était peut-être le pire moment même. Et ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai réussi, je suis passé au rattrapage. Et la 3e année en droit, j'ai eu une mention. Vraiment, j'ai complètement changé ma façon de faire, ma façon de travailler, etc. Donc, j'ai eu ma mention. Là, j'étais fier de moi, mais quand même. Il y avait un mais en fait, il y avait un truc qui allait pas, et c'était que j'étais toujours dépendant des parents et que j'avais donc 20 ans à l'époque je pense, et ça me plaisait pas. Et c'est à ce moment-là, après avoir eu ma licence 3, que j'ai lancé ce projet YouTube. Et je pensais pas que ça allait devenir en 2 ans mon métier et que j'allais pouvoir en vivre aussi vite, mais il s'est avéré que c'est devenu le projet qui m'a fait devenir indépendant. Donc, qui m'a permis de dire à mes parents, stop, vous arrêtez de m'envoyer, de financer mes études, je finance à partir de maintenant mes études. Et ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait progressivement. Au début, je leur ai dit que je payais ma nourriture, ensuite ma salle de sport, ensuite les habits, enfin les dépenses de la vie courante, et puis enfin le loyer. Et ça, c'est arrivé donc 1 an après avoir lancé ma chaîne YouTube. 1 an après avoir lancé ma chaîne YouTube, je payais donc mon loyer et toutes mes autres dépenses. Et maintenant, je peux vous assurer que non seulement je leur demande plus rien, mais je vais les mettre très bien. Je vais vraiment les mettre très bien. En tout cas, c'est le plan. Je compte même les mettre à la retraite quelques années avant la date prévue pour leur métier. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ça dans cette vidéo, de cette progression, parce que l'argent, ça a été quand même un sujet important pour moi. Ça a été une source au début de complexe, on va dire plutôt de honte. Je pense que c'est important d'être indépendant dans tous les sens du terme. Pour moi, en tout cas, c'était important de prendre en charge ma santé, d'aller faire du sport, de prendre en charge mes révisions moi-même en ayant la discipline de travailler même sans avoir de partenaire de révision, ou même lorsque moi je me sens pas motivé de travailler quand même, d'avoir cette discipline. Pour moi, ça fait partie de l'indépendance, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'indépendance si on n'est pas capable de payer ses factures. Et moi, ça a mis du temps donc avant, mais le fait que je puisse le faire aujourd'hui, c'est une énorme source de fierté et aussi de confiance en soi. Parce que, mine de rien, lorsque des personnes, par exemple, pensent qu'on ne fait pas un métier sérieux, par exemple, pour reprendre l'exemple de YouTube, lorsqu'on nous dit qu'on ne fait pas quelque chose de sérieux, que c'est pas stable, nous, youtubeurs, lorsqu'on voit arriver les salaires, les chiffres, qu'on voit qu'on arrive à gagner de l'argent avec ça, ça construit notre confiance en nous. Peu importe ce que les autres peuvent dire, parce que nous, on voit les chiffres, on sait ce qui se passe, et ça, c'est une forme ça donne confiance en soi. Maintenant que j'ai dit ça, je sais que j'ai pas beaucoup parlé de comment j'ai réussi à devenir indépendant, parce que c'est bien de vous parler de mon évolution, etc., de vous dire que je suis passé de 0% indépendant à 100% indépendant en 2 ans, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé du comment, mais je l'ai déjà fait. En fait, sur cette chaîne, en tout cas, j'ai commencé à en parler lorsque je vous ai parlé de mes sources de revenus. Je vous ai expliqué comment est-ce que j'ai réussi à créer ces sources de revenus. En tout cas, je vous en ai parlé plus en détail. Lorsque je vous ai fait une vidéo sur comment investir en bourse, c'est comme ça que j'ai réussi à devenir indépendant. C'est en essayant de créer plusieurs sources de revenus, en réalisant des investissements, parce que c'est comme ça qu'on doit faire lorsqu'on est indépendant et qu'on ne fait pas un métier salarié. C'est comme ça qu'on construit son indépendance. Et donc, je vous ai quand même expliqué sur cette chaîne, au fur et à mesure des vidéos que je vous mettrai à l'écran ou en description, que j'ai réussi à créer mon indépendance. Attendez, j'ai un appel. Allô ? La livreuse, elle m'a vu arriver en t-shirt et short jaune. Elle a pas compris. Elle s'est dit, il est fou celui-là. Bref, c'était un colis que j'attendais depuis quelques jours. Ça, c'est pour un futur projet.
dont j'ai pas encore parlé sur YouTube. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram, je l'ai appelé le projet X, mais je sais pas si je vous en parle encore dans cette vidéo. Allez, je peux vous donner un petit indice sur le projet. Ça va sortir début 2022 et en gros, ça sera le podcast de Grégoire Dossier et je vais interviewer des personnes qui m'inspirent. Ça sortira tous les jeudis à 18h et ce seront des podcasts qui dureront environ 1 heure à 1 heure et demie, qui seront des discussions intéressantes et inspirantes avec des personnes qui m'ont inspiré moi-même à lancer ma chaîne YouTube et parfois des podcasts en solo où je parlerai tout seul d'expériences qui m'ont marqué dans ma vie. Voilà pour l'indice. Voilà pour le petit indice. Bref, pour revenir à l'argent, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet, sur l'investissement, sur l'épargne, sur les sources de revenus, parce que ça vous parlera plus en détail du comment j'ai fait pour devenir indépendant. Je me suis rendu compte de la nécessité d'avoir plusieurs sources de revenus lorsque on cherche à devenir indépendant, et c'est ce que j'ai essayé de faire ces 2 dernières années. Ensuite, j'ai investi de mon côté avec mes économies à moi. J'ai mis évidemment de côté 2 à 3 mois d'économies pour pouvoir investir de manière plus sereine, sans avoir à taper directement dans mon portefeuille d'investissement dès que j'ai besoin d'avoir des revenus pour ma vie personnelle, pour mes factures, etc. Et puis je suis revenu aussi à la base, je suis revenu dans la maison familiale pour ne pas avoir à payer de loyer, parce que c'était ma dépense la plus importante lorsque j'étais à Caen et que je prenais en charge mon loyer. Et puis voilà, toujours continuer de se former, continuer d'investir de manière régulière, investir sur soi, investir sur ses projets, investir également dans des actifs, que ce soit en bourse, que ce soit avec les cryptos ou que ce soit d'autres actifs que je connais moins et donc que je vais pas citer dans cette vidéo. Et ce qui me fascine encore aujourd'hui, et j'en ferai peut-être une vidéo un jour, c'est que tous ces projets-là, tout ce qui s'est passé sur cette chaîne ces 2 dernières années, le livre, les projets, même les futurs projets, tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie est parti de seulement un salaire qui était donc le salaire que j'avais travaillé pour avoir il y a 2 ans maintenant, pour avoir donc assez de sous pour investir dans un micro, une caméra et une lumière, et c'est tout. Et tout est parti de là en fait. Tout est parti de ce salaire qui m'a permis ensuite d'investir, de réinvestir, etc. Et c'est toujours la démarche que j'ai aujourd'hui. Ça a toujours été la même dynamique et ça va pas changer dans les prochaines années. Et aujourd'hui, en tout cas, cette dynamique, cette démarche, elle m'a mené à faire cette vidéo aujourd'hui, à se rapprocher des 100 000 abonnés, et puis ensuite, je ne sais pas encore combien, mais ça va continuer de progresser parce que je pense que c'est la bonne démarche et que c'est en ayant cet état d'esprit qu'on arrive à se créer des opportunités, et c'est ce que j'ai prévu de faire dans les prochaines années. Donc c'est bon signe en tout cas. Ça commence bien et j'espère que ça se finira bien cette histoire sur YouTube parce que en tout cas moi ça me plaît beaucoup. Puis voilà, je regarde le plan de cette vidéo, je pense que je vous ai tout dit. Le but c'était de parler d'être fier de soi, et je pense qu'aujourd'hui je suis fier de moi, je suis fier des progrès que j'ai fait ces dernières années, je suis fier de mon évolution, et je pense que c'est en prenant conscience justement de ce qu'on a fait les années précédentes qu'on peut être fier de soi, et que même si parfois on a l'impression de vraiment pas avancer et que on vient de passer une mauvaise journée et on se dit que en fait on fait tout mal et que tout va mal en ce moment, c'est parfois en prenant du recul sur qui on était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, la situation dans laquelle on était il y a quelques années, qu'on arrive vraiment à prendre conscience du chemin parcouru. Et c'est pour ça que moi, à chaque date anniversaire, je profite de ça pour faire une introspection, pour faire une rétrospective plutôt des dernières années. Et c'est comme ça que j'arrive à être fier vraiment de moi. Donc je vous incite à faire pareil si en ce moment vous avez l'impression de ne pas avancer. Prenez du recul et regardez quand même le chemin parcouru, regardez ce que vous avez pu faire de mieux et ce qui va mieux dans votre vie depuis quelques années. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à être fier de soi. Et puis c'est pas forcément parce que vous venez de taper un objectif qui était hyper important pour vous que vous devez être fier de vous. Vous devez être fier de vous même avec des toutes petites actions, avec des petites victoires du quotidien. C'est comme ça qu'il faut commencer en tout cas, avant d'avoir des grosses victoires personnelles ou professionnelles. Contentez-vous d'être fier de vous avec des petites actions du quotidien, des petites remises en question. C'est comme ça que vous construirez petit à petit cette confiance en vous. Et puis voilà pour cette vidéo, elle était beaucoup plus longue que prévu, mais je suis content de vraiment d'avoir pris le temps de vous parler dans cette vidéo, d'avoir pris le temps d'aller au bout de mes réflexions et de vous partager ces réflexions surtout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets et bon courage dans vos révisions. Ciao.